Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue express qui décrypte les infos, les actus et les faits divers. Je suis toujours en très bonne compagnie. Salut à toi, Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va. Ça fait un bail quand même, ça fait un petit bail. Mais on est toujours là. Et aujourd'hui, c'est l'heure de la patrouille. Comme d'hab. Mais avant ça, on a une bonne nouvelle. on a versé. On a un sponsor. Et pas n'importe lequel. Alors, le sponsor du jour et de la semaine et du mois à venir, Aquapark Abidjan, le super parc d'attractions aquatiques. Le plus grand, faut noter, le plus grand. C'est vrai, j'ai oublié de dire. Le plus grand parc aquatique de proximité à Abidjan. Ouais. Alors, ça ouvre le 1er mai 2024, donc dans 2 jours. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Ça a été conçu pour les enfants et les parents. Il y a des piscines avec des jets d'eau, il y a des toboggans géants, il y a des pool house. C'est l'endroit ultime pour parents et enfants. Enfants et parents pourront s'amuser comme des fous. On a prévu absolument tout. Il y a des piscines avec des jets d'eau, il y a des toboggans géants et il y a même des pool house. Et puis, il y a de la bonne nourriture et du bon bissap, tous les jus naturels, etc. Donc, on vous attend nombreux. Cyriac, tu seras là, bien sûr. Ah, bien sûr, les gars. Si vous n'avez pas... Là, c'est le coin du moment. Moi, je ne suis pas comme elle, là. Moi, je vous dis, c'est le coin du moment. C'est fait par nous, pour nous. Et pour tout le monde aussi. Donc, les gars, si vous êtes à Abidjan, si vous résidez à Abidjan, venez à Aquapark. Donc, c'est situé à Angré, au niveau du Nouveau CHU. Les gars, c'est à ne pas rater. Hein. Vous risquez même d'aller en enfer si vous ne venez pas. Moi, je vous dis. Donc, les gars, soyez là. Franchement, on est hyper fiers de ce projet. Et c'est Aquapark aujourd'hui qui sponsorise la vidéo. Donc, les gars, on compte sur vous. À très bientôt. Let's go. Mais on revient au sujet du jour. Donc, on a une chic petite vidéo de réaction que je vais découvrir avec toi. Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, du coup, je suis tombé sur un extrait qui circule depuis pas mal de jours. Donc, c'est les gens, pareil, qui m'alimentent au niveau des informations. Donc, j'étais pas au courant de ça. Je vais te faire écouter la vidéo. On va décortiquer ensemble. On va voir ce que ça vaut. Et puis, comme d'habitude, on va réagir, quoi. Donc, t'es prête? Je suis prête. C'est good? Parti. Ok. C'est que la création d'une armée européenne serait une bonne réponse. D'abord, quand on parle d'armée européenne, il en existe une d'une certaine manière, ça s'appelle l'OTAN, c'est une alliance. Voilà. Alors, j'ai quand même fait pour le coup des recherches un peu sur le monsieur. Hein. Donc, je te mets une pause juste pour te situer le contexte. Donc, il s'appelle Monsieur Lecointre. Je crois qu'il a été général des armées en France pendant une certaine période. La période de l'après-guerre surtout. Donc là, la journaliste est revenue un peu sur sa carrière. Et l'extrait qu'on m'a envoyé, du coup, c'est la partie où il parle de nous, tout simplement. D'accord? Donc, c'est la partie qui nous intéressait. Donc, la personne, merci d'ailleurs à toi, a découpé et m'a envoyé, du coup, pour qu'on puisse réagir sur le contenu. Donc, je te fais découvrir. Let's go. Et de l'Atlantique Nord, bien sûr. Il y a d'une défense européenne ou d'une armée européenne qui sont proposées différentes. Sans la question de l'OTAN, ça n'arrive à rien. La vraie question, c'est est-ce que l'Europe seule, pas contre les États-Unis, mais indépendante des États-Unis, est capable de prendre en charge son destin sur le plan militaire, de sa défense, de la promotion de ses intérêts et de ses valeurs. Alors, c'est une question qu'on va devoir peut-être se poser rapidement, si les Américains font des choses qui conduisent à cela. Et je dirais même, en dehors des personnalités qui sont élues aux États-Unis, je pense que le mouvement, la tendance lourde, c'est forcément que les États-Unis vont de plus en plus se détourner de l'Europe et réorienter leurs priorités stratégiques de l'autre côté du monde. Donc déjà là, la question se pose, tu vois, il commence à se poser la question. Donc lui, il a fait les entre-guerres, etc. Donc on lui pose la question que bon... Là, ce n'est plus les entre-guerres. La guerre est revenue en Europe, avec notamment ce qui se passe à l'Ukraine. Et la question d'une armée européenne se pose. Et lui, déjà, il est en train de dire clairement qu'actuellement, là, on est foutu si on n'a pas l'OTAN. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Hein. Moi, ce que je comprends dedans et qui est vraiment le signal d'alarme pour l'Europe, finalement, c'est que
en réalité, est-ce qu'ils sont réellement capables de bien exister sans les Américains? C'est ça. Parce que j'ai l'impression que c'est les Américains qui apportent le plus d'arsenal, d'hommes, etc. dans tout ce qu'on appelle, l'OTAN finalement. Puisque Bah le oui. gars dit que l'armée européenne, c'est l'OTAN. Non, Or, c'est rien du tout. l'OTAN, tu rajoutes les États-Unis, bon, c'est les Américains qui dictent la conduite, Bah, dans la marche à l'OTAN, suivre dans l'OTAN, c'est donc, la première armée, c'est les États-Unis. La deuxième armée, c'est même pas, bon, on va dire, c'est la Turquie, qui est mi-africaine, voilà, eux, ils ont voulu s'insérer dans l'Europe, donc on va leur laisser ça. Mais on va dire que, voilà, deuxième plus grosse armée de l'OTAN, la Turquie. Donc, honnêtement, la France n'est même pas dans le top 2, quoi. C'est un peu chaud. C'est très, très chaud. Mais bon, on le laisse un peu continuer. Mais déjà, là, ce qu'il dit, c'est très grave. Du côté Pacifique et Asie. Est-ce que j'y crois? Combien de temps ça peut prendre? Je n'en sais rien. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été construit dans l'OTAN, c'est-à-dire des normes, des procédures communes, des façons de travailler ensemble communes, sert déjà à des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN. La question, en réalité, elle est essentiellement de la volonté politique des États membres de l'Union européenne. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été le mien, et en particulier à la fin de ma carrière quand j'étais chef d'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Ou notre destin. Wow, attends. Attends, je vois pourquoi maman envoyé la vidéo. Je vois. Comment est-ce que votre destin commun Attends. peut être l'Afrique? C'est quoi ça? Les gars, vous m'envoyez des pépites là. C'est quoi ça? Attends, je remets remix. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Ou notre destin. Attends, il a dit ça. Oui, Genre tranquille, en fait, De hein. manière très lisse, mais c'est pour ça qu'il faut décrypter pour que les gens comprennent et se rendent compte. Notre destin commun, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Non mais attendez, je crois que c'est le Figaro, c'est leur logo. C'est ça. Amondo Vision, en costume cravate, sans gêne. Il a dit notre destin, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Bon, je te laisse, je suis dépassé. Je vois pourquoi on m'envoyait les vidéos comme ça, je vois. Ok. Donc, je passe au décryptage. Oui. Donc, ce que j'en ressors et ce que je pense. Pourquoi la Méditerranée? Forcément par rapport au flux de migrants, etc., qui cherchent à rentrer en Europe. Mais c'est Donc, surtout que c'est des zones pétrolifères Voilà. aussi. Également. Mais moi, je vais juste prendre ce pan-là et je vais te laisser développer. Ouais, il n'y a pas de souci. Comme ça. Ouais. Il n'y a pas de problème, vas-y. Donc, du coup, l'enjeu, c'est tous les migrants qui arrivent, donc les côtes européennes, etc. Bah, forcément, il y a un besoin pour eux d'harmoniser leur politique pour essayer de contrecarrer ce flux qu'ils ne veulent pas réellement. Oui. Et maintenant, l'Afrique, on sait pourquoi, hein, les ressources, les intérêts, la France-Afrique toujours sous couvert. Donc, forcément, l'Europe ne peut pas lâcher l'Afrique comme ça parce que l'Afrique rapporte trop de sous à l'Europe. Bah, je crois même que Chirac, il y avait une vidéo de Chirac qui circulait, qui disait que ouais, c'est une grosse partie de l'argent qui est dans notre portefeuille aujourd'hui, bah, ça vient de l'Afrique et que bah, pour éviter des tensions politiques plus tard, faudrait peut-être commencer à collaborer et à le rendre, mais les gens n'ont pas écouté. Mais là, je suis choqué que ça c'est quand même un ancien général des armées qui dit que le destin de tout un continent est dans un autre continent. Donc moi déjà, je tiens à soulever la question parce qu'il l'a dit à Amondo Vision. Les gars, si vous êtes en Europe, c'est le moment de rentrer. C'est le entrepreneuriat maintenant. Moi, honnêtement, je suis choqué. Hein. Je savais pas qu'on pouvait dire ça. C'est grave. C'est que la création d'une armée européenne serait une bonne réponse. D'abord, quand on parle d'armée européenne, il en existe une, d'une certaine manière, ça s'appelle l'OTAN. Quand je reviens. Des façons de travailler ensemble communes, leurs priorités stratégiques, de l'autre côté du monde, du côté pacifique. Est-ce que j'y crois? Combien de temps ça peut prendre? Je n'en sais rien. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été construit dans l'OTAN, c'est-à-dire des normes, des procédures, des façons de travailler ensemble communes, sert déjà à des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN. La question, en réalité, elle est essentiellement de la volonté politique des États membres de l'Union européenne. Okay. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été le mien, et en particulier à la fin de ma carrière quand j'étais chef d'état-major des armées,
Nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il a mis l'accent sur le fait que, au sein de son rôle dans l'armée, ils ont mis un point d'honneur à faire comprendre aux autres. Ça veut dire que les Français eux-mêmes vont convaincre les autres pays européens que les intérêts, ça se passe en Afrique. Ouais. Donc on comprend bien cette relation, la relation un peu malsaine qui existe toujours entre le continent et la France, et l'aspect colonisation qui malheureusement est difficile à dissocier des deux, parce qu'on est toujours en fait dans cet état d'esprit-là, et ils ne veulent pas lâcher l'affaire, tout simplement. Bon, moi, je pense que la nouvelle génération de dirigeants qui sont arrivés, notamment Macron, etc., ont négligé peut-être la puissance des intérêts stratégiques que représentait l'Afrique. Et là, avec ce qui se passe au Niger, au Mali et au Burkina, ils se sont totalement fait déplacer. Et d'ailleurs, j'ai un scoop aussi. Récemment, il y a, je crois, une centaine de militaires russes qui ont atterri au Tchad. Exactement. Et je t'avais parlé notamment du fait de la Russie et de la Chine qui veulent contrôler toute la bande sahélienne. Parce que c'est comme si tu découpais l'Afrique en deux. Donc, s'ils contrôlent ces 4 pays-là, tout ce qui est en bas, en fait, c'est compliqué, en fait. Parce que à partir du moment où tu as découpé cette partie-là, si tu es la France aujourd'hui, pour faire remonter les ressources vers le haut, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Moi, je ne pense pas qu'ils aient négligé, comme tu dis. Moi, je pense plutôt que c'était tellement acquis dans leur tête qu'ils se sont plus dit qu'il y avait des efforts à fournir. Mais c'est ça la négligence. Pour essayer de mieux harmoniser les choses. Parce que si on reprend il y a quelques années, quand Macron s'est rendu sur le territoire, il a parlé avec beaucoup de mépris. Hein, si on se souvient bien dans son discours, les Africains doivent se prendre en charge eux-mêmes, la France... Blablabla. Mais regarde même comment tu te... Moi, je parle de négligence parce que comment tu t'appelles un pays comme la France, qui était la 5e nation la plus puissante, tu es dans le top 5 des nations les plus puissantes, et tes services de renseignement se font devancer pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois, et on est en train d'assister à une 4e fois au Tchad. C'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle de négligence, c'est que ils sont restés sur leurs acquis, et malheureusement, bon bah le contre-coup, il est là, quoi. Mais bon, on va le laisser parler un peu, mais merci pour la vidéo, les gars. Moi, je suis toujours choqué qu'on peut dire ça à Mondo Vision. Et les Européens, dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel, et je pense que de toute façon nous aurons à nous reposer la question, parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une... en plus de pays, dans les difficultés des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore... En fait, le discours est paternaliste un peu, genre, nous on est des enfants, on peut pas réfléchir, quoi. Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est son histoire qui s'enlise dans des guerres civiles. Bon, oui. À part ce qui se passe réellement au Congo et qui n'est pas réellement médiatisé, si je prends l'AES, pardonnez-moi, il n'y a pas de guerre civile actuellement. Il y a juste des gouvernements militaires qui ont fait des coups d'État pour reprendre, entre guillemets, en main la gouvernance et commencer à essayer d'appliquer une forme de réciprocité face aux pays occidentaux. Alors, elle est où la guerre civile? Moi, je pense tout simplement en fait qu'il ne s'adresse pas à nous. Il est sur le Figaro, je pense qu'il s'adresse aux Français. Il est en train de s'adresser aux Français et il est toujours en train de leur donner, excusez-moi le terme, l'image UNICEF qu'on a de l'Afrique. Pour justifier aussi pour justifier l'action qu'ils vont faire derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on a un discours paternaliste, les pauvres enfants avec les mouches au visage, qui sont dans les guerres civiles, qui marchent en caleçon, qui n'ont pas de chaussures. C'est les mêmes discours qu'on entendait même quand on était là-bas. C'est grave hein, ce qui se passe là. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est très très grave en 2024 de parler comme ça.
Mais il faut que les Africains voient ça pour voir comment on nous voit, en fait. Quand vous prenez la frontière, voilà comment on nous voit. Comme des mouches, comme des... Non, mais Bref. Dramatique sur des populations vulnérables comme des populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'a jamais connu. Et donc imaginez... Mais ça, c'est... Moi aussi, je tiens... Non, le gars en train de... Mais franchement, en général, le Lecointe, là, je mets les organes, hein, désolé les gars, mais il est en train de... Vous savez déjà que la population, le continent africain actuellement, a une population très éparse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, par exemple, pour donner un exemple, la Côte d'Ivoire n'a même pas peut-être la population des habitants de Tokyo seulement. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire une petite ville comme Tokyo, ils viennent ici, remplissent la Côte d'Ivoire. C'est pour dire qu'il n'y a même pas assez d'enfants pour tout le territoire africain, les gars. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Quand tu vas dans un pays comme le Gabon, 2 millions de personnes pour tout le Gabon. Non, mais ce qui fait peur, c'est quand on prend à l'échelle continentale, quand Ouais. on prend toute l'Afrique et qu'on sait le potentiel en matière de fécondité, etc. Parce que dans les pays européens et même au Japon, Oui. le nombre d'enfants par femme, c'est 1, quelque chose, voire 0, ça fait plus vraiment d'enfants. Donc de se dire que dans quelques années, les Africains seront les plus nombreux, hein, que ce soit sur le continent africain ou s'ils choisissent d'aller vivre ailleurs, ils seront en supériorité numérique. Non. Donc déjà, à partir de ce moment-là, ça effraie toujours. Quand quelqu'un est en plus grand nombre, ça effraie. Mais si vous êtes en plus grand nombre et que les consciences s'éveillent encore de plus en plus, mais comment est-ce qu'on va faire pour continuer à maintenir le joug, en fait? C'est ça la vraie C'est question. clair, mais je pense que lui, dans ce qu'il est en train de parler, je pense qu'il est en train de dire que l'explosion démographique, en fait, va nous faire étouffer sur le continent. Or, il y a assez de place au kilomètre carré, même pour 2 milliards d'habitants. Je ne sais pas si on se rend compte, mais l'Inde, c'est 1 milliard et l'Inde, c'est pas un continent. L'Inde, c'est pas un continent comme l'Afrique. Je crois que l'Afrique absorbe l'Inde peut-être 2 ou 3 fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ça veut dire que... moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire Je pense qu'il veut mettre l'accent sur le fait que, attention, ils deviendront de plus en plus nombreux, de plus en plus de risques d'envahir chez nous. Plus cet aspect-là. Le risque, ouais, le risque de migration, etc. C'est à ça que je pense. Ok. Bah, laissons-le développer. De toute façon, je pense qu'on aura. Mais dans tous les cas, c'est... Passe là les 10, 20 ans qui viennent et que ça n'aura pas de conséquences sur le peuple parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel, Tu penses vraiment qu'il parle de... Moi, je pense plus l'inverse, en mode, il faut recoloniser l'Afrique, en fait. Ils seront 1 milliard. On doit constituer une entité politique. On doit repartir voir nos intérêts avec nos armées. C'est la supériorité numérique qui leur fait peur. Et le fait qu'ils disent ça, c'est ça, en fait. Faut pas que on veut déjà commencer à exterminer et à tuer dans l'œuf ce qui pourrait advenir, parce qu'on se rend compte que si la population africaine est de plus en plus nombreuse, comme je te le disais, Ouais. ça va être difficile en fait de continuer à appliquer les mêmes méthodes. C'est ça. Ok, dans ce sens-là, oui. Moi, je pensais que tu parlais plutôt du sens où, si on est 2 milliards, on va bousculer les portes pour pouvoir rentrer chez eux. Même si, bon, là, on comprend qu'il ne l'évoque pas réellement, c'est pas réellement ça sa principale préoccupation, effectivement. Moi, je pense plutôt que à partir du moment où on a bloqué les ressources, que ça ne monte plus là-bas, bah forcément, c'est eux qui devront venir ils ici, en descendent, fait. hein. C'est ça. Et je pense que c'est ça qu'il est en train de redouter. Et il est en train de voir la balance, justement, basculer. Parce que peut-être, bon, je ne sais pas si tu vois, mais aujourd'hui, il y a les BRICS, il y a le Sud global qui est en train de se constituer. Il a dit au début de la vidéo que les intérêts, même des États-Unis, sont en train de se tourner vers l'Asie et l'Afrique. Donc, eux-mêmes, ils sont en train de voir qu'ils se font complètement négliger. Donc, il est en train de dire, moi, de ce que je résume, c'est que les gars, mettons-nous ensemble comme on a fait en 1884 et on repart recoloniser en fait. Allons reprendre les terres qui ne sont pas les nôtres. C'est ça, exactement. Moi, c'est ce que j'ai compris de son discours. Mais bon, on a le droit d'avoir des avis divergents. Je vais laisser peut-être terminer, mais waouh. fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec procès européen et africain. Attends, j'ai beaucoup de mal à avaler ça. Mais mes organes, excusez-moi, hein. Franchement, cet épisode-là,
C'est incroyable. Tu n'avales pas, c'est ton problème en fait. Bref. En fait, on se revoit un peu dans le cas Vincent Hervouette, là. C'est-à-dire que on est toujours dans la même mentalité impérialiste. L'Afrique, c'est à nous. C'est à nous. L'Afrique, Pourquoi ils c'est vont à nous, là-bas? nos ressources. Pourquoi est-ce que les gens voudraient du partenariat gagnant-gagnant? Ça fonctionne bien tel que c'est. Qu'est-ce qu'ils ont à nous fatiguer? En fait, tant que ça reste endormi et que ça ne revendique pas, c'est bon. Mais si les gens ont pris conscience, parce que les gens ont pris conscience, en fait, les gens pensent que les Africains ou les panafricanistes sont anti-français. C'est pas ça. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas être anti-français ou bien être anti-blanc. C'est pas ça la réponse. Les gens veulent simplement faire du business, de la coopération, des échanges, n'importe quoi, dans du gagnant-gagnant, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le souci, c'est que les messieurs comme ça, désolé, excusez-moi, mais ils ont des amis, ils ont des enfants qui vont élever avec cette mentalité. Et malheureusement, c'est ces enfants-là qui vont faire l'élite française de demain. Et on s'étonne que la mentalité se perpétue et qu'il y a un sentiment anti-français. Comprenez-nous aussi, regardez les discours, c'est incroyable, c'est incroyable. Le mec, il dit, mais... Parce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, c'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Attends, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Mais ce que je comprends aussi, j'ai presque l'impression que le gars même a un peu les larmes aux yeux pendant qu'il parle, mais il le prend de manière très personnelle parce qu'il a été militaire et le fait que toutes les opérations militaires, les militaires ont été chassés, les opérations françaises ont été avortées, ils sont rentrés. En fait, il digère pas tout à fait cela et j'ai l'impression aussi que on veut juste camoufler en fait ça en échec militaire, alors que c'est plus haut et plus fort que... C'est pas réellement un échec militaire là. Là, on est dans l'échec de toute une politique européenne et française. C'est l'échec. Il a l'impression que c'est les militaires en fait qui ont pris réellement la faute et on a tout mis sur leurs épaules. Et je pense que ça, il l'a pas digéré. C'est pour ça qu'il dit qu'on va encore les faire revenir, etc. Pour qu'on comprenne qu'en réalité, c'est plus profond que l'histoire du militaire. C'est pas faux ce que tu dis, parce qu'il a essayé d'attirer l'attention au début où on leur disait déjà que l'intérêt était là-bas. Donc je pense qu'effectivement, après les Africains, on n'est pas dupes. Hein. L'échec militaire français fait partie de l'échec politique ou l'échec diplomatique français aujourd'hui en Afrique. Et donc, effectivement, je pense qu'il met un peu les organes. Et c'est peut-être ça qui lui fait parler comme ça. Mais c'est très grave. Je ne sais pas s'il se rend compte. La vidéo est en train de tourner parce que moi aussi, je l'ai reçue. Je ne sais pas ce qu'il se rend compte. Et ça continue. Parce que si tu as été un ancien général des armées et que tu as toute l'affluence médiatique, on te met en avant et que tu parles comme ça, c'est que tu reflètes un peu le mental de l'élite française aujourd'hui. Et c'est ce que je disais avant. C'est très chaud. Ils ne se rendent pas compte de... Bref, je vais le laisser conclure. Je pense qu'on est arrivé à la fin. La Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains. Donc, il a dit c'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions. Le truc, c'est quoi? C'est pas la Chine et Wagner, mais c'est ces deux-là qui sont là actuellement et qui semblent être de bonnes alternatives. C'est ça. Comment est-ce qu'on dit que c'est pas eux qui vont apporter des solutions? Bon, c'est pas tout à fait faux ce qu'il dit. Oui. Parce qu'on peut pas se reposer que sur de nouveaux partenaires et se dire que bon, tous les problèmes sont réglés, c'est pas le cas. Oui. Mais eux, ça pique vraiment dans l'orgueil et ça leur fait mal de se rendre compte qu'il y a des alternatives en matière de partenariat et que ces alternatives-là ne sont plus nécessairement françaises en fait. En tout cas, moi c'était ma patrouille d'aujourd'hui. Merci les gars. Donc pour ceux qui veulent envoyer les vidéos, c'est contact@l'investisseurafricain.com. On mettra l'adresse. Et puis on mettra l'adresse peut-être en dessous sur la barre de description. Et voilà les gars, s'il vous plaît, n'oubliez pas le sponsor du jour, Aquapark. Venez, on va allumer la télé ensemble. Et puis voilà. Merci à tous en tout cas. Force à vous.
On vous attend nombreux le 1er mai 2024 à Aquapark Abidjan, situé juste après le CHU d'Angré, après la station Pétro-Ivoire. De toute façon, vous aurez tous les détails sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette émission. Abonnez-vous, parce qu'on en a besoin. Abonnez-vous à la chaîne de l'Investisseur africain et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Ciao, ciao.